Bonsoir à tous. Confinement, couvre-feu, jusqu'ici ces termes étaient quasiment inconnus du grand public, mais aujourd'hui plus que des notions abstraites, ces mots font partie intégrante de notre quotidien, des mesures de restriction prises par les autorités pour contrer puis maîtriser l'épidémie du Covid-19 sur le territoire. 1 an de pandémie entre protection sanitaire et restriction des libertés individuelles. Avant d'en parler, on va planter le décor avec ce reportage d'Océlia Cartès, avec justement la contribution des journalistes reporters d'images. Il y a 1 an, jour pour jour, avec un vocabulaire très martial, le président de la République annonçait le début du confinement. Dès lors, notre vie ne sera plus comme avant. Reportage. Dès le 4 mars 2020, la Guyane découvre l'inévitable. Elle n'est pas épargnée par la Covid-19. 5 cas sont recensés à Saint-Laurent-du-Maroni. Il s'agit de missionnaires de retour d'un rassemblement religieux à Mulhouse. Les investigations conséquences de ce cluster permettent de découvrir un cas secondaire, toujours à Saint-Laurent-du-Maroni 7 jours plus tard. Un contaminé en cache un autre. 6 autres dépistés positifs sont recensés. À ce moment, il est considéré que le virus ne circule pas en Guyane. Le pays reste au stade 1. Les rassemblements de plus de 1000 personnes sont interdits. Les autorités préfectorales et de santé font appel à la sensibilisation, la responsabilité et la mobilisation collective. Les Guyanais entendent pour la première fois les mots tels que « gestes barrières ». Quant aux personnes âgées et celles vulnérables, elles sont isolées. Un appel est lancé à destination des professionnels de santé qui n'exercent plus. L'objectif, renforcer les hôpitaux de Guyane. Nous sommes en guerre. Le 16 mars 2020, le président de la République se distingue avec une rhétorique guerrière. Nous sommes en guerre. La France et ses territoires d'outre-mer sont confinés. La Guyane ne compte qu'une dizaine de cas importés dont un autochtone. La fermeture des lieux non indispensables à la vie du pays est actée jusqu'au 15 avril 2020. Avril, la période où le territoire enregistre son premier décès. Les frontières avec le Brésil et le Suriname sont fermées dans les deux sens. Les contrôles à Irakubo et Regina sont renforcés. Le déconfinement, lui, progressif, est finalement enclenché le 11 mai 2020. La commune de Saint-Georges de l'Oyapock reste verrouillée. Ce 11 mai, les premiers couvre-feux tombent également. Avec plus de 400 cas établis, la Guyane passe au stade 3 de l'épidémie. À la mi-juin, une forte circulation du virus est enregistrée sur les 3 communes de l'île de Cayenne. Le couvre-feu est renforcé. 11 jours plus tard, le dispositif est étendu à tout le territoire. Le gouvernement lance un appel national pour renforcer le personnel soignant. Durant ces grandes vacances, l'installation d'un hôpital de campagne a permis l'accompagnement de patients non Covid sur le parking du centre hospitalier à Cayenne. À l'approche des fêtes, une seconde vague est en approche. Une série de mesures restrictives sont annoncées et le carnaval 2021 est annulé. Clara Debord confirmait un rebond le 10 décembre dernier dans le Guyane Soir. C'est sur fond de campagne de vaccination qu'elle s'est éteinte. Néanmoins, 9 cas de variants anglais et brésiliens sont comptabilisés à ce jour en Guyane. Depuis le 4 mars 2020, 16 764 Guyanais ont été contaminés par le coronavirus. Une Guyane qui vit surtout depuis 9 mois au rythme des couvre-feux. 1 an de couvre-feu, une situation inédite qui soulève bien évidemment des questions quant à la gestion de cette crise du Covid-19 chez nous. Quelles conditions légales pour ce couvre-feu? Comment concilier l'urgence sanitaire et le respect des libertés? Pour en débattre ce soir, Gabriel Serville, député de la première circonscription. Bonsoir. Bonsoir. Thierry Nicolas, géographe, enseignant-chercheur à l'Université de la Guyane. Il sera en direct de Saint-Laurent-du-Maroni. Bonsoir. Alors, il y a un léger décalage. Maître Georges Boucher, avocat et ancien bâtonnier de la Guyane, merci de votre présence. Et enfin, Zadkiel Saintery, citoyen engagé, membre de l'association Les Grands Frères. Bonsoir. Bonsoir. Voilà pour les présentations. Sachez que la préfecture a été sollicitée pour participer aux échanges. Notre invitation a été déclinée. Alors Zadkiel Saintery, un mot en tant que citoyen pour décrire cette année de Covid-19 2020-2021. Catastrophique, incohérente, illogique. On peut en trouver plein. Et personnellement, quand je ne comprends pas quelque chose, j'ai du mal en fait à accepter de faire, voilà, à adhérer et accepter de faire ce qui est demandé.
Alors on va y revenir. Thierry Nicolas, qui est en direct, on le disait, de Saint-Laurent-du-Maroni, enseignant-chercheur à l'Université de la Guyane. Entre cours à distance et présentiel, quel enseignement a tiré de cette année de Covid pour vous, Thierry Nicolas? Alors, ça a été une année un peu difficile en termes d'enseignement, puisque nos étudiants ont quand même eu du mal à suivre l'intégralité des cours, notamment à distance. Il y a eu de vraies différences entre des étudiants qui étaient bien connectés, qui avaient un accès Internet de qualité, et d'autres qui, au contraire, avaient des connexions vraiment très très faibles, que ce soit en 3G ou en 4G. Donc l'objectif effectivement de l'université, ça a été de fournir à ces étudiants qui avaient des difficultés d'accès des clés 3 et 4G de qualité qui pouvaient leur permettre de suivre les cours comme leurs camarades. Donc l'université s'est véritablement adaptée à cette contrainte, sachant que bien évidemment les cours en distance ne valent pas les cours en présentiel. Merci Thierry Nicolas. Gabriel Serville, comment assurer une action parlementaire en continu lorsque l'ensemble du territoire est paralysé par un virus? Alors tout d'abord, permettez que je regrette l'absence des services de la préfecture, parce que je me dis que pour un sujet aussi grave et avec autant d'importance pour la santé des Guyanais, il aurait été préférable que les services de la préfecture acceptent d'être avec nous sur le plateau pour débattre de cette question. Mais le débat sera fructueux, monsieur. Mais je l'espère quand même. Oui, je l'espère quand même. Moi, je vous dirais, pour aller droit au but, que en tant que parlementaire, je me suis retrouvé face à quasiment un mur d'incompréhension. Je rappelle que dès le 1er février 2020, alors qu'il n'y avait pas encore de cas de Covid sur le territoire de la Guyane, il n'y avait donc pas encore de morts, j'alertais les autorités sanitaires afin de leur dire que la Guyane, ce n'est pas la France hexagonale. Et lorsque j'avais compris que ces dernières avaient l'intention de dupliquer sur le territoire de la Guyane des mesures qui avaient été édictées au niveau national par Mme Agnès Buzyn, j'ai tiré la sonnette d'alarme pour dire attention, il va falloir que nous ayons nos propres critères, nos propres stratégies, et qu'il fallait faire attention pour ne pas justement sombrer dans cette mauvaise habitude que nous avons de toujours dupliquer, mimer ce qui vient de Paris. Et je crois qu'on a perdu trop de temps par rapport à ça. Lorsque le président de la République a dit le 16 mars que nous étions en guerre, nous avions déjà en Guyane compris qu'il fallait anticiper, qu'il fallait préparer cette guerre. Et je regrette, hélas, qu'on n'ait pas pu suffisamment anticiper ces différents événements. Alors, on continue notre tour de table avec vous, Maître Boucher. La justice a continué à fonctionner pour les urgences, notamment en période de confinement. Représenter correctement un justiciable guyanais avec toutes ces mesures de freinage, est-ce que c'est toujours possible ? Alors, la justice n'a pas tout à fait fonctionné correctement pendant cette période de crise, puisque lors de la première mesure de crise sanitaire, en fait, les audiences avaient été plus ou moins suspendues. L'accès aux salles d'audience sont restreints et les justiciables, certains, ne peuvent pas assister à leurs audiences. Uniquement pour des urgences ? Oui, et on a voulu nous imposer la vidéo-audience, qui a d'ailleurs été sanctionnée récemment par le Conseil d'État, comme nous pouvons être imposés en matière d'audience pénale. Donc la justice a fonctionné, mais avec des difficultés d'accès réel aux juges. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet de notre débat, ce difficile équilibre, parce qu'il y a ce virus qui est encore présent, qui fait des morts. Mais Maître Boucher, est-ce que l'urgence sanitaire peut tout permettre dans une société de droit et de liberté ? Alors, dans une société de droit, la liberté est la règle. Et les restrictions de police sont l'exception. Donc l'urgence sanitaire, qui est une mesure exceptionnelle, d'ailleurs qui a été instaurée par une loi de mars 2020, est une période de crise qui n'est justifiée que lorsqu'il y a une atteinte grave qui pèse sur la santé. Et donc dans ce contexte-là, les mesures restrictives de liberté et de droit ne se justifient que si elles sont proportionnées, elles sont strictement nécessaires à atteindre l'objectif qui est la protection de la santé. Et on perçoit à travers les décisions du Conseil d'État que le but, c'est également d'éviter la saturation des systèmes de soins et des structures de santé
pour à la fois permettre l'accueil des personnes contaminées, mais soigner les personnes qui sont atteintes d'autres pathologies. Alors tout au long de cette émission, on va revenir avec vous sur des points bien spécifiques, techniques, juridiques. Il y avait une mesure phare, c'est la mesure phare de la préfecture, ce couvre-feu. La Guyane qui a été citée en exemple, avec des couvre-feux en semaine, en week-end, 19h, 23h, confinement le dimanche. Gabriel Serville, très vite, vous avez demandé à ce qu'il y ait une étude pour voir véritablement si ce couvre-feu avait eu un impact sur la baisse des chiffres. Où en sommes-nous concrètement ? Alors c'est vrai que j'ai souvent sollicité que nous ayons une étude pour voir si ce couvre-feu avait eu un réel impact sur la courbe épidémiologique. Ce n'est que vendredi dernier que Santé publique France nous a présenté une courbe qui laisserait à penser que effectivement, le couvre-feu, par moment, aurait pu avoir un impact positif. Simplement, ce que j'ai dit à ce moment précis de la réunion, c'est qu'il nous faudrait avoir le temps d'affiner les données statistiques qui nous ont été présentées, parce qu'il est vrai que j'ai beaucoup combattu cette dynamique. On avait l'impression que c'était la panacée qui allait guérir tous les maux, que ce couvre-feu, c'était la solution, alors qu'en réalité, il y avait autre chose à faire. Le confinement, lui non plus, ça n'était pas forcément la solution, parce que dès le départ, nous avons expliqué que confiner des familles nombreuses qui vivent dans des espaces très étroits, très exigus, c'était les mettre justement dans une dynamique qui faciliterait la circulation du virus entre les membres de cette même famille. Ce qui peut être valable pour quelqu'un, une famille de 2-3 personnes qui habitent dans une grande villa, n'a pas du tout le même sens pour des familles qui vivent dans des situations difficiles et différentes. Et donc, il fallait effectivement trouver un juste milieu. J'ai pu comprendre à un moment donné qu'il était difficile d'aller au sein de chaque famille pour faire le tri, mais je demeure quand même sur mes réserves quant à l'efficacité réelle de ce dispositif. Alors Zakiel Saint-Oris, certains ont parlé d'un caractère infantilisant de ce couvre-feu. Vous l'avez vécu ainsi? Comment vous l'avez vécu? Avant de parler d'infantilisant, en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt les incohérences. On a vu des mesures restrictives et strictement administratives être appliquées, à ne plus rien en fait y comprendre, en mettant en avant la survie, le bien-être effectivement de la population. Et je crois que l'un des premiers couvre-feux qui a perturbé tout le monde, si je ne me trompe pas, c'est celui qui a été mis à 13h le samedi, avec couvre-feu le dimanche, où, à contrario de ce qui était souhaité, les gens, le samedi étant le seul moment où ils pouvaient faire leurs courses, étaient en fait tous rassemblés au même endroit, dans les différents commerces, à se bousculer, à se croiser les uns les autres. Donc ça déjà c'était une incohérence. Et c'est ce que le gouvernement, la préfecture en tout cas ici, nous a démontré du début à la fin. Alors concrètement, Maître Boucher, sur cette question du couvre-feu, un an de couvre-feu, c'est-à-dire la préfecture a pris cette décision il y a un an. Est-ce que c'est encore valable? C'est-à-dire les motifs qui ont été présentés, est-ce qu'ils sont encore valables un an après? Alors, le couvre-feu est encadré par la loi. En l'occurrence, on est en état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 décembre 2021. Ça veut dire que pendant cette période d'état d'urgence sanitaire, les autorités de police locales, dont le préfet mais également les maires, disposent d'une habilitation spéciale pour prendre des mesures de police dès lors qu'elles sont nécessaires pour atteindre l'objectif, c'est-à-dire la préservation et la protection de la santé. Normalement, ces mesures sont censées être exceptionnelles, donc inscrites dans la durée, limitées dans le temps. Mais un an tout de même, est-ce qu'on n'est pas un peu limite là? Alors, c'est toute la difficulté dans cette crise sanitaire, c'est que le Code de la santé publique, alors que la crise sanitaire ne peut justifier que des mesures exceptionnelles, limitées dans le temps, pour pouvoir lutter contre la propagation du virus et préserver les structures de soins, on a la possibilité en tout cas de glisser sur un couvre-feu permanent dès lors que la pandémie ne serait pas complètement résorbée. Je pense que là, il y a un écueil, c'est qu'en droit, cela ne peut pas en tout cas être possible et les juridictions sont là pour veiller au respect donc, des mesures
Et dès lors que ces mesures ne sont ni nécessaires, ni adaptées, ni proportionnées à la fois en termes de circonstances, de temps et de lieu, elles peuvent être contestées et on voit que le Conseil d'État, le tribunal administratif jouent un peu leur rôle de régulateur par rapport au but poursuivi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres territoires où finalement ces mesures de couvre-feu ou autres mesures de freinage, où ces mesures ont été retoquées par le Conseil d'État ou des juridictions administratives ? Alors, localement, on a, lors du premier couvre-feu, des premières mesures, on a le tribunal administratif de la Guyane qui, sur recours de la Ligue des droits de l'homme, a annulé le couvre-feu dans certaines communes où la circulation du virus n'était pas suffisante pour justifier les mesures restrictives aux libertés. On a par exemple à Nice récemment, le maire a pris un arrêté interdisant par exemple la location saisonnière des campings. Et cette mesure a été annulée parce qu'en fait, on considérait que c'était une atteinte au droit de la propriété et à la liberté d'entreprendre, parce que localement, rien ne justifiait cette interdiction de location. Donc, vous avez quelques mesures comme ça qui sont annulées par le tribunal, et soit les tribunaux administratifs, soit par le Conseil d'État, par exemple l'atteinte à la liberté de culte. Il avait été à un moment donné, le gouvernement a décidé qu'il fallait limiter à 30 personnes le nombre de personnes pouvant participer à un culte. Et le Conseil d'État a considéré que cette mesure était très restrictive parce qu'elle n'était pas adaptée par rapport aux superficies des lieux de culte, ni par rapport au risque de propagation du virus, dès lors que les mesures de distanciation et les mesures barrières pouvaient être respectées. Merci pour ces précisions. On va se rendre à Saint-Laurent-du-Maroni maintenant. Alors, comme je le disais en début d'émission, il y aura un décalage entre mes questions et mes réponses. Thierry Nicolas, vous êtes géographe, vous faites partie d'une équipe pluridisciplinaire de chercheurs qui aura pour mission de comprendre comment les Guyanais ont vécu cette période. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette étude ? Effectivement, alors je fais partie d'un laboratoire de recherche qui est tout nouveau en fait, qui a moins de 5 ans, qui s'appelle MINEA, qui a été créé avec l'inauguration de l'Université de Guyane et qui regroupe environ une quarantaine de chercheurs en sciences humaines et sociales. Alors c'est évidemment un laboratoire qui est moins connu que ceux du CNRS, de l'IRD ou de l'Institut Pasteur, mais ce nouveau laboratoire a vraiment vocation à marquer finalement le territoire par un certain nombre d'études novatrices. Et effectivement, dans le cadre de l'appel à projet Covid-19 lancé par la CTG, eh bien, ce laboratoire a été lauréat d'un projet dénommé TEPCOV, Territoire, Population et Covid-19 en Guyane. Alors, l'approche, elle est quand même assez originale, car elle se situe du point de vue des sciences humaines et sociales et s'appuie sur une des disciplines relativement récentes qui s'appelle la syndinique, c'est-à-dire la science des risques. Et l'idée de ce projet consiste à partir d'un concept clé qui s'appelle la vulnérabilité territoriale. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ce concept de vulnérabilité territoriale ? C'est de considérer que tous les territoires ne sont pas vulnérables de la même façon à une épidémie. Il s'agit de considérer que la Guyane, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas un espace homogène, mais est constitué de plusieurs territoires qui présentent chacun leur propre vulnérabilité. Et donc, l'idée de ce projet, c'est de montrer que finalement, durant la première phase, celle qui a eu lieu entre le mois de mars et la fin du mois d'avril, avant donc la première grande vague, eh bien, un certain nombre de territoires en Guyane ont montré une forme de vulnérabilité très forte. Et ces territoires ont d'ailleurs été mis en quarantaine. Donc, notre programme de recherche porte sur ces deux territoires, en l'occurrence donc, le village Cecilia et le Campoutonka. Alors, il s'agit ici, par rapport à d'autres études qui ont été menées ailleurs, notamment en France, de montrer que ce ne sont pas forcément des éléments comme la pauvreté ou encore la densité de population qui expliquent le fort développement finalement du coronavirus dans ces territoires, mais de montrer qu'il existe des particularités liées à la Guyane qui justifient cette propagation accrue.
notamment des liens de parenté qui peuvent se déployer à distance, notamment sur le fleuve Maroni, lorsque des femmes, par exemple, n'habitent pas le même village que les hommes, le fait qu'il y ait des rassemblements festifs qui se tiennent dans des lieux bien particuliers, le fait qu'il y ait des mobilités à l'intérieur et à l'extérieur de la Guyane. Donc toute une série d'éléments qui permettent de comprendre que finalement, le virus, dans un certain nombre de territoires, peut se propager beaucoup plus vite qu'ailleurs. Alors une partie de la réflexion portera aussi sur la compréhension et l'acceptation des mesures de prévention. Car dans la première phase, si on se souvient bien, eh bien, la mise en place de gestes barrières n'a pas été forcément comprise par tous. Donc il s'agit effectivement de voir finalement, de manière un peu rétrospective, comment ces mesures ont été progressivement acceptées, notamment dans ces communautés. Merci. Une autre partie du programme de recherche. Oui, très rapidement, Thierry Nicolas. Pourra porter, peut-être très rapidement, porter sur les bouleversements qui ont été engendrés par l'épidémie dans ces villages, en termes d'activité, notamment sociale et économique. Alors, les résultats sont attendus d'ici 7 mois. Gabriel Serville, avec cette étude, on va mieux connaître les impacts de la crise. Un document indispensable, on présume, pour des meilleures prises de décision pour nos décideurs, afin de moins calquer les décisions de l'Hexagone. Gabriel Serville. Mais tout à fait. Moi, je voudrais féliciter l'équipe de M. Thierry Nicolas pour ce programme de recherche, parce que c'est vraiment ce dont la Guyane a besoin. C'est vraiment ce que nous ne cessions de réclamer dès le départ, qu'il y ait des entités locales qui déclinent des stratégies locales, mais les stratégies, on ne peut les décliner qu'à partir de l'instant où on aurait réussi à mener un véritable état des lieux sur la base de constats qui nous ressemblent. Moi, je voudrais vous dire, à titre d'exemple, lorsque on constate que nous avons à peu près 17 000 personnes qui ont contracté le virus, que nous ne comptons que 87 morts, j'ai envie de dire que c'est 87 morts de trop, mais notre taux de létalité est l'un des plus faibles taux de France, pour ne pas dire le plus faible. Cela veut dire que sur le territoire de la Guyane, il s'est passé quelque chose qui a dû permettre aux Guyanais de ne pas trop souffrir et de ne pas mourir de la maladie. Et justement, ce que je dis, moi, dans les réunions du vendredi, auprès des services de l'État, auprès des autorités sanitaires, auprès des services de l'Institut Pasteur, c'est que on devrait prendre le temps de comprendre ces mécanismes qui se sont joués sur le territoire de la Guyane et qui nous ont permis de garder la tête hors de l'eau. Est-ce que c'est parce qu'on est nombreux à avoir été vaccinés contre la fièvre jaune? Est-ce que c'est d'autres vaccins qui nous ont protégés? Est-ce que ça serait l'utilisation de la pharmacopée traditionnelle? Je me suis beaucoup battu pour demander qu'à un moment donné, une véritable étude soit diligentée sur le territoire guyanais, qui a vocation également à être un territoire d'excellence, et qu'on ne se réfugie pas dans cette espèce de dichotomie dans laquelle on nous enferme à choisir entre la mort d'un côté et le vaccin de l'autre côté. Certainement qu'il y a tout un spectre de solutions intermédiaires qu'il faudrait pouvoir explorer, et c'est ce que j'appelle de mes voeux. Alors, on a beaucoup évoqué le caractère des privations, mais il faut entendre aussi les autres voix, celle des médecins, celle du personnel soignant qui réclamait des mesures fortes pour contenir la pression dans les hôpitaux. Vous le disiez, chez nous, 87 personnes sont mortes du Covid, 16 764 contaminées. Zadkiel Saint-Oris, vous l'entendez également cette nécessité ? Tout à fait, et j'ai juste envie de dire qu'on n'a pas attendu en fait le Covid pour pouvoir avoir un hôpital en fait qui est saturé en Guyane. J'ai juste envie de dire, il y a eu 2017, l'hôpital était en grève pendant 3 mois, il y a eu des accords de Guyane qui étaient censés améliorer la situation de l'hôpital. Si effectivement on n'aurait peut-être pas évité à ce qu'il y ait des morts, je pense que si les accords de Guyane avaient été poussés comme il se doit par les équipes préfectorales, par la CTG et toutes les personnes qui sont censées pousser en fait ces accords, la situation n'aurait pas été aussi dramatique. On n'aurait peut-être pas eu 87 morts. Donc c'est bien effectivement de vouloir toujours mettre en avant la saturation de l'hôpital. Ça aurait été bien si déjà 4 ans plus tard, on avait pu tout simplement rendre effectifs les accords de Guyane. Donc pour moi, ça veut dire que les équipes qui se sont succédées, ainsi que la CTG, sont responsables de la situation qu'il y a aujourd'hui. Alors, on va justement voir comment l'hôpital de Cayenne a dû faire face durant cette crise avec ce reportage de Clotilde Séraphin-Georges. Et on en parle juste après avec nos invités.
Globalement, l'apparition de la Covid-19 et la crise qui s'ensuit bénéficient au centre hospitalier de Cayenne André Rosemont. L'établissement a gagné en termes d'équipement biomédical, par exemple. Il comptabilise 15 respirateurs de plus, des moniteurs, des pousse-seringues. Le CHC a également augmenté ses lits de soins critiques. Il dit compter désormais 15 lits de réanimation contre 11 avant la crise et toujours 4 lits de soins continus. Ces équipements sont acquis et restent à l'hôpital. Donc on a aujourd'hui plus de matériel, plus d'équipements qui est venu lors de cette pandémie. Par ailleurs, on a également conservé encore aujourd'hui en fonctionnement une unité de soins continus dite post-réanimation qui comporte un nombre de lits plus important qu'avant la crise pour pouvoir faire face aux besoins du territoire, y compris hors situation épidémique. Ce qui est important aussi de préciser, c'est que dans les projets, notamment de restructuration et d'agrandissement du CH de Cayenne, des nouvelles capacités en soins critiques ont été obtenues au faveur des financements de l'Union européenne et de l'État français. Par ailleurs, au plus fort de la crise, face aux difficultés d'approvisionnement et aux ruptures, les 3 hôpitaux de Guyane auraient gagné à travailler ensemble. Aujourd'hui, où on est constitué en groupement hospitalier, où les achats sont mutualisés à l'échelle du territoire, c'est aussi l'impulsion de la crise qui nous a montré que les bénéfices de fonctionner ensemble. Le nombre de recrutements cette dernière année, quant à lui, n'est toujours pas communiqué. Ce que l'on sait, c'est qu'au plus fort de la crise, le CHC avait reçu 160 personnels de soins venus de France pour aider à prendre en charge l'afflux de patients Covid-19. Alors messieurs, plus de moyens, plus de matériel à l'hôpital de Cayenne. Visiblement, cette crise a été profitable au centre hospitalier de Cayenne. Une réaction ? Pourquoi on a fait des choix ? On a eu le cas à Kourou d'une dame, et ça n'a pas été que le seul cas, de décès justement par choix. On va laisser une personne qui est jeune en vie au détriment d'une personne âgée. Et je ne comprends pas en fait que récemment encore, on ait pu aller donner... Alors c'est bien de donner du matériel effectivement au Suriname, mais je ne comprends pas qu'on puisse faire ce genre de choses-là quand on n'arrête pas de nous bombarder, de nous bassiner qu'il y a les variants brésiliens et tout ce qui s'ensuit. Et c'est une réalité, Jacques Santoris. Je ne dis pas le contraire, mais je ne comprends pas. Donc ça veut dire quoi en fait ? Est-ce qu'il va encore y avoir des choix qui vont devoir se faire ? Quand on va justement donner, pourquoi ne pas les avoir gardés ? Donc j'entends effectivement ça, mais si on mettait effectivement tous les moyens qui étaient, qu'on voulait mettre en avant, pourquoi on n'a pas fait revenir l'hôpital de campagne ? Pourquoi on n'a pas acheté des lits ? Pourquoi on n'a pas formé le personnel en question ? Pourquoi on n'a pas pris des respirateurs à l'époque ? Pourquoi c'est maintenant qu'ils arrivent, ces respirateurs-là, au point d'aller les donner au Suriname ? Moi, je ne comprends pas. Yabira Serville, une réaction ? Mais je vais aller dans le sens de ce que dit M. Santoris. Il y a eu des grèves dans les centres hospitaliers de Cayenne, dans ceux de Kourou, dans celui de Saint-Laurent-du-Maroni également. Les personnels ne cessaient de réclamer que les moyens soient mis à niveau, que les personnels soient recrutés. Alors c'est vrai que cette crise sanitaire a été comme une espèce de coup de projecteur qui a engendré une espèce de catalysation sur un certain nombre de choses. Mais je veux dire que lorsque on passe de 11 lits à 15 lits, on ne va pas quand même crier victoire. On est en train de jouer avec le misérabilisme élémentaire en faisant croire que c'est une victoire pour la santé en Guyane. Mais l'offre de soins était déjà en mauvaise posture depuis très longtemps. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis des cautères sur des jambes de bois, on a joué à la dinette, on a fait du rafistolage, mais on ne peut pas se satisfaire de cette situation. Je rappelle que la Guyane avec Mayotte sont les 2 plus grands déserts médicaux de France, que lorsque en France hexagonale, on comptait 11 lits pour 100 000 habitants, 11 lits de réanimation. La Guyane était à 4 lits. Je vous laisse voir le différentiel qu'il y a entre 11 et 4. Ça veut dire que nous sommes dans des chimères, nous sommes dans de véritables misères. Et ce que moi je regrette, c'est qu'on n'ait pas réussi à profiter de cette crise sanitaire, à profiter des accalmies pour pouvoir renforcer l'équipement, pour pouvoir continuer à recruter le personnel dont la Guyane a besoin. Je vous rappelle qu'au mois d'août, les services de l'ARS annonçaient à grand renfort de publicité que d'ici le mois de décembre 2020, qu'on allait recruter près de 249 personnels de santé, médicaux, paramédicaux. Aujourd'hui, quand je pose la question de savoir où on en est, eh bien, la réponse, elle est claire. Les recrutements sont toujours en cours. La question qui est posée, c'est à quel moment
allons-nous pouvoir véritablement disposer de ces personnels? Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait une deuxième, une troisième, une quatrième vague et puis se dire on va encore nous calfeutrer dans nos maisons? Parce que la vraie motivation du confinement, ce n'est pas tant de vouloir sauver des vies. Certes, on veut sauver des vies, ce qui est tout à fait normal, mais on a bien compris que la logique que sous-tendait le confinement, c'était d'éviter qu'il y ait un afflux massif de personnes malades dans les hôpitaux, en sachant que ces hôpitaux n'étaient pas calibrés pour pouvoir accueillir ces malades. Donc je pense qu'à un moment donné, entre préserver la santé des gens, mais aussi préserver leur liberté de circuler, leur liberté de travailler, leur liberté de vaquer à des occupations, d'aller faire du sport, eh bien, il faut trouver une juste mesure et ça passe effectivement par un sens de la responsabilité qui soit beaucoup plus aigu. On va poursuivre, Gabriel Serville. Cette crise a mis également en avant, rétabli le débat sur le CHC, un débat qui était prévu dans les accords de Guyane en 2017. Cette crise a aussi permis de mettre en lumière cette réalité également. Mais 4 ans plus tard, pas 4 semaines ni 4 mois, 4 ans plus tard. Donc j'ai juste envie de dire encore une fois, si en 4 ans, on avait tout simplement appliqué les accords de Guyane, on ne serait pas dans cette situation-là. Et je suis complètement d'accord avec M. Serville. Qu'on ait eu 11 lits, qu'on soit passé à 15, il ne faut pas crier victoire pour ça. Donc j'ai juste envie de dire qu'à aujourd'hui, peut-être que l'hôpital n'aurait pas été justement saturé de la même façon, le personnel n'aurait pas été aussi fatigué. Ça fait des années justement qu'on entend ça de la part du personnel. On n'a pas attendu le Covid pour avoir ce genre de problème au niveau de l'hôpital. Alors le CHU, ça reste quand même une bonne chose, mine de rien, 4 ans plus tard. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est concrètement relancé avec cette étude. Il y avait une grève à l'hôpital en 2001, ça fait déjà 20 ans. Vous êtes sceptique, Gabriel Serville ? Déjà de CHU. Non, je ne suis pas sceptique. Je voudrais simplement que les autorités comprennent qu'il y en a marre. Il y en a marre de faire des promesses qui ne sont pas tenues. Alors je rappelle qu'au départ, lorsque j'ai parlé de CHU pour la première fois à la nouvelle DG de l'ARS Guyane, elle m'avait répondu très clairement que le CHU n'est pas un totem. Autrement dit, on ne va pas tourner autour pendant très longtemps. Et d'ailleurs, j'avais manifesté une profonde colère pour lui dire qu'on a besoin de soigner les gens différemment. Je ne dis pas que le CHU, c'est la solution universelle, mais c'est un outil qui devrait nous permettre, de par ce qu'il peut apporter sur le territoire, de mieux soigner nos compatriotes. Alors, je l'ai entendu au journal télévisé de ce soir, le vôtre, le journal télévisé, il n'y a pas très longtemps, a annoncé que les études sont en cours, on aura bientôt le rapport pour la création du CHU de Guyane. Eh bien, je dis chiche, c'est tant mieux, ça veut dire qu'on a réussi quand même à avancer sur cette question-là. Alors, on monte en qualité avec ces quelques moyens supplémentaires, et pourtant, les restrictions sont toujours là, elles sont toujours bien présentes. Maître Boucher, quelles sont les actions juridiques qui sont offertes aux citoyens, finalement, pour le respect de leur liberté ? Alors, les mesures restrictives que nous avons aujourd'hui découlent des arrêtés préfectoraux qui ont été pris. Alors, vous savez que les actes administratifs, pour les contester, il y a un délai. En principe, il faut les contester dans un délai de 2 mois. Et ces arrêtés peuvent être contestés devant le juge administratif local qui, lui, par le moyen d'un référé liberté, peut apprécier la nécessité ou pas des mesures qui sont prises par le préfet. Donc un citoyen lambda peut... Comment ça se passe ? Alors, le ministère d'avocats est vivement conseillé puisque c'est une procédure technique. Il faut justifier qu'il y a une urgence. Bon, alors l'urgence ne fait pas vraiment débat puisqu'on est en pleine crise. Mais il faut aussi justifier qu'il y a une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Alors, la liberté fondamentale, c'est par exemple la liberté d'aller et venir. C'est le cas aujourd'hui, concrètement ? C'est le cas aujourd'hui. Donc, il faut démontrer qu'à la fois, il y a une urgence, mais qu'il y a une atteinte manifestement illégale. Et cette atteinte est appréciée en fonction du but poursuivi par la mesure. Alors, on disait tout à l'heure que le système de soins est saturé. Ou en tout cas, on essaye de faire en sorte qu'il ne soit pas saturé. Mais simplement parce que les moyens ne sont pas peut-être à la hauteur. Et donc, nous sommes dans une situation où on sort quasiment en fait, on n'est plus en pic épidémique, mais les mesures ont simplement été allégées. On aurait pu imaginer qu'elles pourraient être supprimées, puisqu'en fait, ce n'est plus nécessaire pour lutter contre la propagation du virus, même si le virus circule, il ne circule pas de la même façon. Donc, il est possible, effectivement, pour les citoyens, les associations également,
de défense, par exemple la Ligue des droits de l'homme, les associations de consommateurs, dès lors qu'on considère qu'une liberté publique est atteinte, en tout cas est atteinte de façon disproportionnée ou restreinte de façon disproportionnée, on peut saisir le juge. Dans les dernières mesures qui ont été prises, il y a par exemple l'interdiction encore d'ouverture, je pense, des boîtes de nuit. Bon. Alors qu'il y a d'autres lieux où la circulation du virus peut être peut-être d'un niveau équivalent. Il y a la restriction au niveau des services de restauration, un service limité à 22h30. Donc toutes ces mesures, est-ce qu'elles sont pertinentes par rapport aux chiffres que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que le pic épidémique est passé? Est-ce que c'est toujours pertinent? Très clairement. Voilà, et tout est question de dosage, d'équilibre, puisque les mesures, encore une fois, ne peuvent être nécessaires et justifiées que si elles sont proportionnées. Et là, à mon sens, et c'est le sentiment général, c'est qu'on est sur un état d'urgence, mais également des mesures de crise qui perdurent dans le temps, alors que ces mesures doivent être révisées régulièrement en fonction de l'évolution de l'épidémie. Alors, Zadkiel Saint-Oris, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux pour susciter justement ces débats sur les privations de liberté. On a vu émerger des manifestations anti-couvre-feu en janvier dernier. Peu de personnes, finalement, on l'a entendu, des actions qui sont offertes aux citoyens. Est-ce que la population guyanaise est résignée par rapport à tout cela? Alors, peu de personnes, non. Il y avait beaucoup de monde, alors peut-être pas forcément visible, debout sur la place de la préfecture. Une centaine de personnes. Il y avait énormément de personnes en fait dans les véhicules, parce qu'effectivement la police était sur place. Il y avait justement parmi les mesures restrictives aussi les fameuses contraventions. Donc beaucoup de personnes n'osaient pas justement descendre de leur voiture. Les policiers, justement, ont été voir les personnes pour leur demander de partir en prenant leur plaque. Donc voilà, donc il y a aussi ça. J'ai envie de dire non, elle n'est pas résignée, puisque justement, à plusieurs reprises, la population est descendue dans la rue, peut-être pas massivement comme ça aurait été souhaitable, mais effectivement, on ne peut pas toujours comprendre ces mesures-là. Dans votre premier reportage, on voit effectivement qu'à aujourd'hui, on est dans une situation similaire au tout début, à février-mars 2020, si ce n'est pas inférieur, et pourtant on a toujours des couvre-feux, alors qu'à l'époque, il n'y en avait pas. Pourquoi? On ne sait pas. Ça, c'est la seule décision justement du préfet qui use de son pouvoir de n'importe comment. Alors Gabriel Serville, on a l'impression qu'il y a une sorte de consensus de la classe politique guyanaise. Aucun maire n'est monté au créneau. Il a fallu attendre pratiquement le mois de janvier pour voir un communiqué de l'association des maires pour dire non au confinement du dimanche. Ce sont surtout finalement les collectifs qui ont pris le relais pour dénoncer cette privation de liberté. Alors, je reconnais qu'il y a des collectifs qui se sont créés pour dénoncer justement ces privations de liberté, mais je rappelle qu'au sein de ces collectifs, il y a des individualités également, il y a aussi des partis politiques, des mouvements politiques. Je pense notamment au Mayuri Santé Guyane, qui regroupe en son sein des syndicats, des personnalités. Mais la classe politique, Gabriel Serville. Mais également des partis politiques. Le mouvement Pays Guyane, dont je suis secrétaire général, fait partie du Mayuri Santé Guyane. Donc à travers ce Mayuri, nous avons également fait entendre notre voix. Alors si vous voulez que j'exprime très sincèrement mon état de pensée, je vous dirais qu'en effet, je regrette que nous, les élus, ne soyons pas beaucoup plus actifs dans cette dynamique de revendication, mais surtout dans cette dynamique de dire qu'il faut davantage faire confiance à l'intelligence guyanaise. Parce qu'il y a des gens sur le territoire de la Guyane qui observent, qui réfléchissent, qui ont des propositions à faire et qui souvent ne sont pas entendues, que ce soit par le niveau local, préfectoral, ou alors par le niveau national lorsque nous sommes en interaction avec les différents ministères. Et ça, je le regrette. Cela étant dit, je considère que nous ne sommes pas au bout de nos peines et je vais profiter de votre antenne pour lancer un appel à mes collègues de la classe politique afin de leur dire que c'est une question qui nous interpelle, c'est une question qui doit nous intéresser parce que nous sommes élus pour représenter la population, pour défendre ses intérêts et qu'il n'est pas normal, il n'est pas sain qu'on laisse cette décision aux seules mains, qui du préfet, qui du ministre des Outre-mer ou alors qui du ministre de la Santé. Zadkiel Saint-Oris, en tant que citoyen, vous avez eu le sentiment que votre
que votre parole a été entendue via justement les représentants politiques, nos représentants politiques? Pas la mienne, la parole de tous ceux qui se sont exprimés, que ce soit sur les réseaux sociaux ou les médias directement. Les mouvements qui ont été faits n'étaient pas à mon initiative, c'était à l'initiative de la population. Et effectivement, je rejoins M. Serville, il aurait été fort appréciable depuis longtemps que les élus puissent monter au créneau pour ne pas accepter effectivement et aller dans le sens de la population, toutes ces mesures qui ont été mises en place par la préfecture. Alors, Maître Boucher, les avocats aussi ont un rôle à jouer pour combattre ces coups portés aux libertés individuelles. Comment ? Par quelle action ? Naturellement, puisque les avocats sont en tout cas les derniers remparts contre l'arbitraire ou les atteintes aux libertés. Je vais vous donner des exemples. Alors, je vous ai indiqué que par exemple, l'obligation d'imposer, en tout cas l'imposition de la vidéo-audience aux détenus, par exemple, pour les audiences pénales, ce sont les avocats qui sont montés au créneau pour dire que c'est attentatoire au droit de la défense. Et le Conseil d'État a validé que cette imposition était contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Récemment encore, lorsque le gouvernement a décidé qu'il n'y aurait pas d'exception pour le couvre-feu après 18 heures dans l'Hexagone, même pour aller voir son avocat, l'Ordre des avocats de Montpellier, rejoint par les instances représentatives de la profession et d'autres barreaux, ont contesté cette mesure et le Conseil d'État a reconnu que la liberté d'accès, le droit d'accès à un avocat est un droit fondamental et qu'il est nécessaire de permettre aux justiciables qui ne peuvent pas, en raison des activités professionnelles, voir leur avocat avant 18 heures, de pouvoir se rendre chez leur avocat pour pouvoir défendre leur cause. Donc les avocats sont aux côtés des justiciables. Les avocats défendent aussi les intérêts qui sont les leurs en termes de protection des droits de la défense et respect des droits de la défense. Et je vais donner un exemple récent qui fait en tout cas la une des médias au niveau national, c'est que dans notre rôle de défense, nous avons un confrère à Aix-en-Provence qui a été expulsé d'une salle d'audience pour la simple et bonne raison qu'il demandait, dans une affaire où il y avait plusieurs personnes qui étaient convoquées, et son client étant atteint du Covid, il a demandé que le dossier soit disjoint, c'est-à-dire qu'il soit jugé à part. Le président d'audience s'est opposé à cette demande, donc le confrère entend faire venir le client pour qu'il puisse se défendre, puisqu'il a le droit de se défendre personnellement, même s'il est assisté d'un avocat. Et à ce moment-là, le président a eu cette mauvaise idée de l'expulser manu militari. On voit bien qu'il y a des dérives attentatoires à la fois au droit de la défense qui se mettent en place dans ce contexte de crise sanitaire. Et il est regrettable qu'en fait on arrive à de tels excès qui sont dénoncés bien évidemment par la profession, puisqu'il s'agit là d'une tentative d'intimidation et de bâillement de la défense. Mais justement, est-ce que c'est pas ça le risque, le fait que ces mesures-là, ça fait plus d'1 an qu'elles durent, qu'elles passent finalement dans un droit commun et qu'on se dise c'est la vie, qu'on s'habitue et qu'on se résigne finalement? Est-ce que c'est pas ça le plus gros risque? Qu'on se résigne à quoi? À les accepter? À les accepter? Pas du tout. Ce qui se passe en réalité, c'est que monsieur le préfet il pourra mettre son couvre-feu à l'heure qu'il vaudra, les gens ils vont sortir et vivre. Quand on regarde ce qui se passe, quand il était à 19h, il y avait du monde dans les rues après 19h. Aujourd'hui, il est à 23h. Après 23h, il y a du monde dans les rues. Donc en fait, ce sont des mesures en fait, strictement administratives qui sont juste là pour faire joli. Rien, ni plus ni moins. Les gens, ils vivent leur vie aujourd'hui. Ça n'a plus de sens. Gabriel Serville, ça n'a plus de sens, dit Zadkiel Saint-Oris, vous le rejoignez? Alors, il faudrait qu'on se pose les bonnes questions. Lorsque vous avez des regroupements près des commerces de proximité où les gens restent là à boire de l'alcool jusqu'à 23h, c'est vrai qu'il y a une véritable proximité entre eux et ce sont des gestes qui peuvent être effectivement de nature à favoriser la circulation du virus. Mais lorsque j'observe les personnes qui circulent au-delà de 23h, ce sont des gens qui circulent dans un but bien précis. Ce ne sont pas des gens qui vont nécessairement dans des rassemblements. Donc cela veut dire qu'effectivement, c'est un arrêté préfectoral qui va porter atteinte à une capacité à aller et venir, qui va empêcher aux gens de vivre dans des conditions normales, mais dont la pertinence n'est pas du tout avérée, dont la pertinence n'est pas nécessairement démontrée. Et je pense que c'est pour cette raison, comme le dit M. Saint-Oris, qu'on voit bien qu'il y a des
personnes qui se permettent de ne pas respecter la loi. Alors moi, en tant que parlementaire, je serai bien évidemment le dernier à dire aux habitants de Guyane de ne pas respecter un arrêté préfectoral. Simplement, ce que je dis en amont, c'est faisons l'effort de pouvoir réaliser un véritable état des lieux qui va nous permettre, sur une base tangible, sur une base rationnelle, scientifiquement démontrée, de savoir quelles sont les bonnes décisions qu'il faut prendre à un moment donné et qu'on ne fasse pas des généralités comme ça tous azimuts en se disant que c'est comme à la loterie, peut-être que ça peut marcher et puis peut-être que souvent ça ne marche pas. Alors Gabriel Serville, une question que tout le monde se pose finalement. Combien de temps avant la levée de ce couvre-feu vous participez tous les jeudis à cette cellule de crise? Est-ce qu'on en voit le bout? Alors, vous savez que j'ai personnellement beaucoup milité pour qu'on supprime le confinement du dimanche, pour qu'on remette le couvre-feu, qu'il passe de 19h à 23h. Donc, je vais encore militer pour que le couvre-feu soit levé définitivement. Mais simplement, le maître mot qui va devoir rester sur la place publique, c'est la vigilance. Que nous soyons en capacité de faire attention, que nous soyons toujours en capacité de respecter les gestes barrières, parce que nous savons qu'on devra apprendre à vivre avec ce virus. Il vient, peut-être qu'on aura une troisième et une quatrième vague. Donc il faudrait qu'on soit vigilant, parce qu'on peut enlever le couvre-feu, mais le préfet pourrait décider, si jamais la courbe épidémiologique venait à repartir à la hausse, et bien de restaurer à nouveau le couvre-feu. Donc c'est notre responsabilité collective à chacun d'entre nous de pouvoir dire, on va faire en somme de ne pas donner du bâton pour se faire battre. Voilà, c'est chacun qui doit se positionner comme il faut. Alors on arrive à la fin de cette émission, on va faire un tour de table et puis peut-être se projeter vers le futur. Comment vous voyez finalement l'après-Covid? Parce qu'il faut bien se projeter. Alors, je finirai en disant que je regrette que la préfecture ait peur de venir dans des débats tels que celui-ci. L'après-Covid, je pense qu'on y est déjà. On va arrêter en fait l'hypocrisie et de toujours nous rabâcher les éventuelles vagues qui vont arriver. On a parlé d'intelligence aussi guyanaise. Les vagues après le déconfinement du mois de mai, on a dit qu'il y en aurait un pour les grandes vacances. On a dit qu'il y en aurait une autre pour la rentrée. Après, c'était pour le mois de novembre, pour les fêtes. Le carnaval, on a tout mis sur le dos du carnaval et les courbes n'ont pas cessé en fait de descendre. Donc raison pour laquelle je dis depuis tout à l'heure que ça n'a pas de sens en fait ces mesures-là. Donc l'après-Covid, on y est déjà. Stop à l'hypocrisie, parce qu'aujourd'hui tout ce qui nous rappelle qu'il y a une pandémie ou une épidémie qui est en cours, c'est tout simplement le port du masque quand on rentre dans un magasin. Je regardais une de vos émissions, un journal télé il y a quelques jours de ça, où on voyait Madame Clara Debord en réunion en préfecture, retirer son masque pour parler et pour pouvoir le remettre par la suite. C'est exactement ce qui se passe dans toutes les réunions. Donc si justement on avait peur d'une quelconque propagation, ça n'a pas de sens en fait de faire ça. Ah, j'ai du mal à t'entendre, ok, je retire le masque et puis une fois que j'ai fini, on va le remettre. Donc pour moi, on est déjà dans l'après-Covid, parce qu'une fois qu'on est sorti du magasin, tout le monde fait exactement ce qu'elle a l'habitude de faire auparavant. Donc raison pour laquelle je dis, monsieur le préfet pourra mettre son couvre-feu à l'heure qu'il veut, les gens vont continuer à vivre leur vie tout simplement. On y est déjà dans l'après-Covid. Maître Boucher? Alors, j'espère que la crise sanitaire sera rapidement endiguée, puisque les mesures restrictives de liberté ne peuvent perdurer dans le temps. Et il est temps que les libertés publiques et les libertés fondamentales soient restaurées dans leur globalité. Et nous espérons que les mesures qui sont prises aujourd'hui, même si elles ont leur utilité, qu'elles soient le plus provisoires possible, parce qu'il n'est pas normal que dans un état de droit, il y ait une atteinte, en tout cas permanente, aux libertés fondamentales, une restriction permanente aux libertés fondamentales. Donc ce que nous espérons, c'est qu'au terme qui est prévu aujourd'hui, on voit à l'horizon décembre 2021, que la situation, en tout cas l'état de droit, reprendra tous ses effets et que les mesures restrictives seront derrière nous. Gabriel Serville. Alors, les maîtres mots pour moi, ça sera la vigilance, que nous soyons tous vigilants, que nous soyons en capacité d'anticiper les événements pour ne pas avoir à les subir. Et puis, je voudrais tellement que la Guyane soit une vraie terre d'innovation. La France se gargarise tout le temps de dire que 80% de sa biodiversité se trouve en Outre-mer et que 50% de ces 80% sont en Guyane. On sait
la relation que nous avons toujours su entretenir avec notre environnement, avec les plantes de la pharmacopée traditionnelle. Moi, je n'arrive pas à comprendre que malgré tous les appels qu'on a pu lancer, les autorités sanitaires demeurent silencieuses par rapport à ça. Et certainement qu'il va falloir que nous-mêmes, les citoyens, que les élus, on se mette autour de la table pour pouvoir réfléchir à comment on va pouvoir faire un travail d'innovation. Il y a des jeunes Guyanais qui sont déjà en train de pousser des travaux de recherche de manière très pointue sur cette question. Il y a nos chamans, il y a nos gangans qui connaissent des choses, qui font des remèdes rasiers. Moi, je suis intimement convaincu que c'est un système qui peut fonctionner, qui fonctionne déjà. Et la Guyane gagnerait effectivement à transmettre cette connaissance à la face du monde entier. Nous avons cette richesse sous la main. C'est à nous de voir comment l'utiliser pour que, comme je l'ai dit précédemment, on n'ait pas le choix qu'entre la mort et le fameux vaccin. Alors juste pour ajouter, biostratège qui avec le docteur Marianne Arroyer qui a commencé ses études. On va terminer avec notre invité de Saint-Laurent-du-Maroni, Thierry Nicolas. L'après Covid-19, comment vous le voyez ? Alors, je pense qu'il est quand même un peu difficile de projeter dans l'après-Covid-19, puisqu'effectivement, là, je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais la perspective n'est pas très, très positive, dans le sens où la multiplication de variants, notamment de variants brésiliens, laisse présager effectivement de difficultés pour la suite, d'autant qu'on ne sait pas si les immunités acquises et les immunités vaccinales pourront effectivement agir face à cette perspective. Donc je crois que la perspective dans laquelle on doit se projeter, c'est davantage dans la perspective de vivre avec plutôt que d'un après-Covid. Merci Thierry Nicolas pour ce dernier mot. C'est ainsi que se termine cette émission Débat 973. On se retrouve mardi prochain. Merci à mes invités d'avoir fait ce débat également. On se retrouve mardi prochain. Belle soirée à vous.